Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue délocalisé à Tombouctou. Nous allons parler d'un sujet sensible, excusez-nous pour le terme qu'on va utiliser et les termes sinon, violence sexuelle pendant et après les conflits à Tombouctou. Quelle est la situation? Quelles sont les réparations, les types de réparations prévus et où en sommes-nous avec le processus? C'est le sujet qu'on va aborder et nous avons trois invités sur ce plateau. Madame Kamara Amintou Hamadou, coordinatrice d'Ebo Alafia AMSS, l'association malienne pour la survie au Sahel à Tombouctou. El Hadj Garba Maïga, président de l'association des victimes de la répression des mouvements armés Hinni Mali à Tombouctou. Et Mohamed Ag Ibrahim, point focal des violences basées sur le genre à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis Mouhamadou Touré, nous sommes accueillis par la radio Djamana de Tombouctou. Le grand dialogue. Alors, la première question à vous, Madame Kamara Amintou Hamadou, vous êtes la coordinatrice de l'ONG Debo Alafia, du projet des programmes Debo Alafia, au niveau de l'association malienne pour la survie au Sahel. Il y a eu des violences sexuelles pendant le conflit et certains estiment même qu'il y en aurait en ce moment. Aujourd'hui, quelle est la situation à Tombouctou par rapport à cette question? Donc, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je demande également pardon à tout le monde qui nous écoutera. C'est le travail. Et nous allons utiliser des termes qui souvent peuvent heurter la sensibilité. Donc, je commence par demander pardon à tous les auditeurs qui vont écouter cette émission. Également, il y a eu des violences basées sur le genre en général pendant la crise. Et ces violences continuent également parce qu'il y a eu une certaine, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'avant la crise, il y avait moins de cas, surtout les violences sexuelles. Par violence sexuelle, on entend le viol et l'agression sexuelle. Nous, en tant qu'ONG, ce sont ces deux types que nous mettons dans le volet violence sexuelle. Sinon, il y a d'autres violences basées sur le genre. Il y a 6 types de violences basées sur le genre. Nous, au niveau du programme Debo Alafia à l'AMSS, nous intervenons sur les 6 types. Mais comme ce soir, nous allons parler exclusivement des violences sexuelles. Donc, dans violence sexuelle, il y a le viol et l'agression sexuelle. Donc, nous, à l'AMSS, ça c'était bien avant le programme Debo Alafia. En 2013, juste après l'occupation, nous avons mis en œuvre un programme d'urgence de prise en charge des cas de violence sexuelle. Et il y a eu beaucoup de cas qui se sont passés à Tombouctou. Donc nous avons eu à assister ces cas. Mais malheureusement, ça continue. Ça continue. On a l'impression que les gens ont... Peut-être ils ont entendu parler qu'il y a eu des viols, il y a eu des agressions sexuelles et les jeunes, ça donne. Maintenant, ce n'est plus l'occupation, mais vraiment dans les quartiers, des choses qu'on n'avait jamais vues. Des jeunes qui connaissent même, les survivantes, qui prennent, je peux dire leurs sœurs, un groupe de jeunes qui peut se permettre de violer une sœur dans le quartier. Ça, c'était du jamais vu au niveau de la région de Tombouctou. Mais je pense, peut-être que les gens ont eu à entendre parler de ça pendant la crise, ça a eu lieu. Donc ça était comme une certaine forme de, je m'excuse si je peux me permettre, de curiosité qui est là et qui continue jusqu'à aujourd'hui en 2019. Il y a des jeunes filles, il y a même des femmes très âgées qui se font violer par des enfants. Donc pour dire que ça continue, les viols continuent, les agressions continuent. Et nous, à AMSS Debo Alafia et d'autres programmes et ONG qui interviennent dans le domaine, nous prenons en charge les cas qui nous viennent, qui demandent une réparation. Alors, El Hadj Garba Maïga, vous êtes le président de l'association des victimes de la répression par les mouvements armés. Quels sont les différents types de violences sexuelles que les victimes ont subies pendant et même peut-être en ce moment?
Bonsoir, M. Touré. Merci tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Moi, c'est El Haji Garba Maïga. Je suis le président de la DEVERMA, Association des victimes de la répression des mouvements armés. Relativement à votre question, pendant la crise de 2012, effectivement, Tombouctou a connu une des plus grandes catastrophes, en tout cas une des plus grandes catastrophes du monde. D'autant plus que nous avions perdu notre dignité, nous avions perdu notre honneur, nous avions perdu tout ce que nous sommes. C'est-à-dire notre personnalité, notre humanisme vraiment a été déprouvé pendant cette crise-là. Effectivement, il y a eu beaucoup de viols, beaucoup d'agressions sexuelles, comme madame l'a dit. Bon, certainement, peut-être je peux la rejoindre par rapport aux agressions sexuelles, sinon dans tous les cas, c'est le même type. Pratiquement, il y a eu viol, il y a eu plusieurs viols. Il y a eu ces femmes ont été victimes de toutes sortes de dégradations humaines. Vous pensez, est-ce qu'il y en a également qui ont été victimes de mariages forcés? Oui, effectivement, il y a eu des gens qui ont été victimes de ces mariages forcés, puisque, comme je le disais tantôt, et je le maintiendrai dans tous mes exposés, dans notre entendement, il n'y a jamais eu mariage forcé. Mais effectivement, il y a eu esclavage sexuel, et je le maintiens. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas un mariage forcé? Parce qu'il y a eu pour nous esclavage sexuel, d'autant plus qu'aucune autorité n'était sur place, donc pendant cette crise-là, et les parents, en tout cas quand même, ne pouvaient pas ne pas donner la fille de leur enfant, tant bien que le mariage est un consentement, ce consentement n'existe pas, donc vraiment c'est une contrainte. D'accord. Aucune autorité n'était présente à l'époque. Alors à vous, Mohamed Ag Ibrahim, aujourd'hui, la direction régionale de la promotion de l'enfant et de la famille est présente. Est-ce que ça a pu changer quelque chose dans la situation? Bon, avec en tout cas la présence de l'État à travers la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans la mesure où, avec l'arrivée de l'État, il y a les structures qui ont, les ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris ces violences sexuelles, étaient là, sont arrivés et il y a eu une certaine synergie, même si elle est insuffisante quelque part. Il y a eu des efforts qui ont été faits à travers d'abord un cadre de concertation entre tous les acteurs évoluant dans le domaine et que chaque fois avant même ce cadre, les ONG qui travaillaient dans ce domaine, depuis 2012, comme je l'ai dit, je le répète, il y a AGM, Association des juristes maliennes, qui était représentée à Tombouctou, ça c'est depuis 2012. Il a le coordinateur qui était là. Il a essayé de rencontrer les victimes, de les identifier et de les ficher, c'est-à-dire avoir un répertoire en tout cas de ces victimes. C'est-à-dire le prénom et nom, l'acte que la personne a subi, tout ça. Ce répertoire est là, il l'a même partagé avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc avec la présence aussi de la direction ne va pas sans, en tout cas, les OPJ au moins, au niveau des commissariats et de la gendarmerie, à qui, en tout cas, nous référons, en tout cas, d'éventuels cas qui se présenteraient devant nous. Madame Camara l'a dit, ça se poursuit aujourd'hui. Au-delà des mouvements armés, il y aurait même des jeunes de la ville qui s'adonneraient à ces viols parce que c'est devenu quelque chose qu'ils ont connu pendant la crise et qu'ils ont envie peut-être de découvrir aussi. Alors, qu'est-ce que la direction fait pour empêcher ces genres de situations aussi? Bon, la direction ne peut faire que des sensibilisations, des activités de renforcement des capacités sur les risques liés et les conséquences juridiques pour les éventuels agresseurs. Nous faisons cela. Il y a le renforcement des capacités à travers, certainement, nous, Amintou et moi, nous avons subi en tout cas la formation des formateurs sur les violences basées sur le genre. Nous dispensons ceci, mais par rapport aux conséquences juridiques, souvent nous faisons appel aux juristes pour nous parler. Par exemple, le procureur en avait parlé hier, par un cas de viol. Pour un cas de viol, c'est banalement 10 ans. L'intéressé va se retrouver dans la prison. Donc, effectivement, comme la MSS l'a dit, nous avons tous sur le terrain constaté cela. Mais dans la plupart des cas, ça se fait en tout cas dans des zones non contrôlées. J'ai dit dans la plupart des cas, dans des zones non contrôlées par
l'État malien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de zones non contrôlées que de zones contrôlées par l'État malien? Bon, je pense que depuis 2013, si j'ai bonne mémoire, en 2012, avec l'arrivée, je sais pas, en tout cas, avec l'arrivée de l'armée malienne et de Barkhane, il y avait tout le territoire était malien. Mais juste après, une année après ou quelques mois après, on s'est retrouvé avec des zones qui n'appartiennent interdites, en tout cas à nos forces armées et de sécurité. A fortiori la population. A fortiori la population. En tout cas, si tu y vas, c'est à tes risques et périls. D'accord. Donc, comme elle l'a si bien dit, c'est devenu monnaie courante parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas eu la prise en charge juridique. Donc, ceux qui veulent tenter vont tenter parce que ils voient toujours certains bourreaux, les survivantes et la communauté même voient les mêmes acteurs, auteurs de ces violences se promener entre nous. Donc certains vont tenter. Et quand elle a si bien dit, on va jusqu'à voir, certains ont violé des petites filles et certains des personnes âgées jusqu'à plus de 70 ans. Vous voyez ce que ça fait? Jusqu'à plus de 70 ans dans la région. Une dame de plus de 70 ans a été violée dans la région. Madame Kamara Amintou Hamadou, qu'est-ce que ces victimes-là ont vécu? Quel genre de violence ont-elles vécu pendant cette crise sexuelle? Bon, comme je viens de le dire, nous, en 2013, quand nous sommes arrivés avec un programme d'urgence de prise en charge des cas, vraiment, les femmes, comme vient de le dire Al-Haj Garba, elles ont vécu le pire. C'est pourquoi nous, dans le jargon des ONG, nous les appelons des survivants et des survivantes. Parce que c'est des gens qui ont survécu à quelque chose un drame extraordinaire, quelque chose d'atroce. Donc nous les surnommons vraiment des survivantes. Elles ont vécu le viol, qui est quand même le premier degré des violences basées sur le genre. Elles ont vécu le viol par plusieurs personnes, le viol collectif, le viol dans des situations très très dégradantes, devant ses enfants par exemple, bien devant son époux, bien devant sa belle-fille, la femme de son enfant. Quand tu te fais violer toi et ta belle-fille par les mêmes personnes, c'est dramatique ce que ces gens ont vécu. Également, les mariages forcés dont vous parlez également, où une femme, on dit qu'elle est mariée à telle personne, mais il y a plusieurs autres individus qui viennent après pour consommer le mariage. En tout cas, c'est dramatique. Nous qualifions tout cela de viol. Vraiment, pour nous, c'est des viols. D'accord. Alors, Monsieur El Hadji Garba, il semblerait qu'il y a même eu des femmes ou des filles qui ont été mariées et qui n'ont jamais pu identifier leur mari. Oui, effectivement, selon la déclaration de nos victimes. En tout cas, quand même, nous avions certaines personnes quand même ont confirmé, certaines femmes ont confirmé qu'effectivement, qu'ils n'ont jamais connu le visage de leur mari, à plus forte raison même connaître leur nom. Et c'est pendant même qu'à l'issue de cette relation sexuelle, il est né des enfants. Donc, qui aujourd'hui ont des difficultés même de reconnaissance de paternité. Donc, vraiment, effectivement, ça existe et vraiment, ça se trouve dans notre association. Et il semblerait qu'en plus de cela, il y a également le regard de la société qui pointe vers ces victimes. Oui, effectivement, comme vous le savez, à Tombouctou, nous avions une particularité. Nos coutumes et mœurs vraiment constituent, certes, pour nous, des difficultés, mais également aussi de résilience. Parce que, souvent, nos coutumes, nous sommes très faibles face à nos coutumes. Très faibles en ce sens que une femme ne peut pas déclarer être victime d'un cas de viol ou bien d'une agression sexuelle, notamment les fellations, je pense que c'est le mot, fellations, ou bien les attouchements des seins et autres, là, vous m'excusez. Donc, de sorte qu'une femme ne peut pas dire ça. Mais pourtant, cela a existé pendant cette période de crise et même après crise. Parce que tout récemment, nous avions enregistré des femmes qui seraient victimes sur la route de Bambarmoudé de viol. Donc, de sorte que réellement, notre coutume pèse beaucoup sur nous.
Ça pèse beaucoup sur les femmes, donc peut-être que celles-ci ne peuvent pas déclarer être victimes d'une relation quelconque avec une personne extérieure qui n'est pas leur mari légitime. Il y aurait même certains qui ont refusé d'épouser ou divorcer leurs épouses en disant qu'ils ne peuvent pas épouser une femme qui a déjà couché avec les occupants, les responsables du mouvement armé. Vous. Alors, à vous, Mahaman. La question, s'il vous plaît. Il y aurait des femmes qui ont été divorcées ou que les hommes de Tombouctou refusent d'épouser parce que ces dernières ont été victimes de violences sexuelles. Moi, je sais que nous, au niveau de la direction régionale, nous avons reçu un cas parce que depuis qu'elle a... Ça, c'est selon ses propres propos. Depuis que le mari a su qu'elle a été violée par ces gens-là, il y a eu automatiquement le divorce. En plus du divorce, il y a la peur d'être stigmatisé par la communauté même. Et en plus de ça également, il y a les enfants dont Maître avait parlé. Tout ça, c'est des aspects vraiment stigmatisants. C'est pour cela que j'avais parlé un moment de répertoire des femmes survivantes de violences sexuelles et de viols. Parce que ça, c'est juste celles qui ont accepté témoigner à visage découvert. Sinon, il y en a tellement pour sauvegarder leur mari ou pour crainte de ne pas être stigmatisés ou par crainte de leur bourreau, des représailles de leur bourreau. Donc, il y a eu tous ces aspects. D'accord. Chers auditeurs, téléspectateurs, je rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails concernant cette situation pour protéger les victimes elles-mêmes et également parce que c'est des questions également très sensibles. Alors, on va parler des réparations aujourd'hui. Monsieur Mohamed Ag Ibrahim, au niveau de l'État, après ce vécu de ces personnes-là, qu'est-ce qui est prévu pour réparer cette situation? Donc, je l'avais dit, pour réparer ce préjudice-là, il faut d'abord une prise en charge holistique. Et comme je l'avais dit, il y a insuffisance au niveau de la prise en charge juridique, qui est vraiment l'aspect le plus soulageant, même s'il y a la prise en charge psychosociale pour éviter à ce que certaines n'aillent se suicider. Parce que après le viol, c'est le suicide qui... la femme, ce qui lui descend tout de suite à l'idée, c'est le suicide dans la plupart des cas. Donc il faut cet appui psychosocial pour la faire croire qu'elle peut redevenir elle-même, même si elle a été violentée. Donc il y a la prise en charge médicale pour éviter certains aspects. Après les 72 heures, donc avant en tout cas les 72 heures, il y a des aspects, des produits que si on prend, on peut éviter les IST et autres, les grossesses non désirées, tout ça. Après cette prise en charge aussi, il y a la réinsertion socio-économique. Là, même si c'est insuffisant, il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens. Mais là où il y a le hic, c'est que par rapport à la prise en charge juridique, jusque-là, en tout cas, on a vu des survivantes qui ont été amenées jusqu'à Bamako. Elles ont été entendues au niveau du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu, en tout cas sur ce point, quelqu'un qui puisse nous dire qu'il y a eu réparation de façon juridique. Mais en ce qui concerne les trois aspects dont j'avais parlé, ça, vraiment, des efforts sont en train d'être faits. Il ne faut pas occulter les efforts qui ont été faits. Sinon, ça va décourager certains partenaires. Des efforts ont été faits. L'appui psychosocial, ça a un coût. L'appui médical, ça a un coût. La réinsertion a un coût, même si c'est insuffisant. Des efforts ont été faits dans ce sens. Par exemple, la prise en charge médicale et même la réparation des cas de fistules qui sont survenus suite à ce viol-là sont pris en charge à un moment par... la MESES, Association malienne pour la survie au Sahel. Et même actuellement, IMC est en train de vraiment prendre en charge les cas de viol. Et toujours par rapport à la MESES, il y a la MESES qui a contracté un truc avec plan international par rapport à la prise en charge juridique. Mais jusque-là, pour peut-être des problèmes que moi j'ignore, parce que je ne suis pas juriste, je ne travaille pas dans ce domaine, et ils n'ont pas eu assez de cas et souvent les victimes même sont réticentes. Elles sont réticentes. Pour un départ, je suis d'accord, vous faites un appui psychosocial
est-ce que vous voulez qu'on arrête ce type-là? Non. Après, juste quand vous allez arriver à la justice, le lendemain, elle est écoutée. Souvent, d'autres sont écoutés à travers l'appui du conseil juridique, il est nommé l'AGIA, le coordinateur de l'AGIA, mais juste quand on donne un autre rendez-vous, non, c'est bon. Parce que certaines pour ne pas être stigmatisées et certaines parce que, selon elles-mêmes, ceux qui se sont jetés à l'eau pour bénéficier de cet appui, n'ont jusqu'à présent rien eu. D'accord. Et je ne sais au nom de quoi. 4 étapes, on va y aller étape par étape. Alors, M. El Hadj Garba Maïga, quand on parle de prise en charge médicale et que l'intervention, qu'il est nécessaire d'intervenir 72 heures après, est-ce qu'on peut dire réellement que ces victimes ont bénéficié de cette intervention médicale 72 heures vraiment, après? j'ai écouté avec intérêt la déclaration de Mohamed, c'est vrai. Mais pendant la crise, quand même, ce que je tiens à dire et maintenir, nos victimes n'ont pas bénéficié d'aucune assistance. D'autant plus que l'État n'était pas présent. En aucune autre façon, une prise en charge dans les 112 heures ne pourrait pas être faite. Ce n'est pas possible, ça c'est un. De deux, ces personnes n'ont même pas pu être identifiées en ce moment-ci, puisque les conditions sécuritaires ne les permettent même pas. Donc, moi, je me porte en faux avec sa déclaration. Mais c'est vrai, d'une façon générale, après le retour de l'État dans les années 2013, effectivement, quand même, les ONG ont fait ce qu'elles peuvent. Il y a eu des petites assistances médiocres, mais moi je l'appellerais même une assistance médiocre, en toute honnêteté. Mais il te dit que vraiment, ils ont fait quelque chose, même si on ne devrait pas les faire décourager. Mais nous, étant victimes, en fait, on peut dire, nous pourrons déclarer qu'on n'a pas vu grand-chose de leur part. Il n'y avait pas eu une assistance conséquente. Notre attente n'était pas vraiment au souhait. D'accord. Il semblerait qu'il y a des victimes créées également. Êtes-vous au courant de cette situation? Bon, moi, étant président d'une association de victimes, et chaque fois, nous avions des difficultés avec les organisations de défense des droits humains. C'est vrai, qui aujourd'hui même constituent nos victimes de marchandage. Puisque la plupart de ces associations, de ces associations défendant les droits humains ont occulté sur nos prérogatives. En ce sens que ces victimes aujourd'hui deviennent leur propriété. C'est-à-dire en les marchandant, en les vendant, de sorte que pour pouvoir bénéficier vraiment des financements, c'est les mêmes personnes qu'elles présentent pour que leur mécanisme puisse fonctionner normalement. Cependant qu'en toute honnêteté, en tant que défenseur des droits humains, vous ne devrez pas avoir de propriété, cela veut dire que vous ne devrez pas avoir des victimes, mais vous devrez défendre l'intérêt des victimes. C'est tout à fait le contraire. Que pensez-vous de cette situation, Madame Kamara Amintou? Qu'il y ait des victimes qui ont été marchandées, il paraît, le marchandage dans ce domaine, et également, selon lui, les victimes n'ont pas bénéficié de du processus de réparation, que ce soit au niveau juridique, réinsertion socio-économique et prise en charge médicale. D'accord. Donc, je dis merci à l'Haj Garba. Nous, quand je parle de nous, je parle de l'ONG AMSS et des autres ONG qui interviennent dans le système du GBV-AMS. C'est le système de gestion vraiment des informations concernant les violences basées sur le genre et qui est au niveau du cluster, du sous-cluster VBG. Et ce sous-cluster VBG, vraiment le lead, c'est l'UNFPA. Et c'est le lieu pour moi vraiment de remercier l'UNFPA pour le renforcement des capacités, parce que c'est l'UNFPA qui nous a vraiment formés dans ce domaine, et en tant qu'ONG, qu'on se mette ensemble et travailler dans un même circuit, un même système, si je peux me permettre, que le DVAMS. Donc dans ce système, comment se passe la prise en charge? Nous, on ne peut pas dire qu'on a nos survivantes, non. Nous travaillons, toutes les ONG travaillent dans la sensibilisation, dans l'information et la formation de tous les acteurs. Maintenant, lors de nos séances de sensibilisation, nous passons l'information. S'il y a des cas, il y a les types qu'on donne, tout. Maintenant, s'il y a des cas, voilà, vous pouvez vous adresser à tel. On ne part pas vers les victimes, c'est les survivantes qui viennent vers nous. C'est comme ça le système de prise en charge. Du coup, on peut même dire qu'on a des problèmes parce que peut-être qu'on recense moins de cas que les partenaires s'attendent. Mais le système pour vraiment garder, parce qu'il y a certains principes à respecter. Il y a les 4 principes directeurs que nous ne devrons en aucune manière violer.
Donc il y a ces 4 principes, la confidentialité, la sécurité, le respect de la dignité de l'individu, de la personne qui vient vers toi et la non-discrimination. Donc si on remplit ces 4 conditions, on ne doit pas faire certaines choses. On ne part pas chercher des victimes, mais c'est la victime qui vient, la survivante qui vient vers nous pour chercher une assistance. Et quand la survivante vient, on lui donne le choix. Parce que lorsque la personne, si c'est un viol, lorsque la personne a subi cette violence, elle n'avait pas le choix. Donc nous, c'est le lieu pour nous de lui restaurer un peu sa dignité. Donc le choix revient à la survivante de nous dire, voilà, moi je suis venue, il y a ça, je veux que, voilà, vous m'appuyez dans tel sens. Ou bien peut-être la personne ne sait même pas quel appui nous pouvons faire. On essaie quand même de bien l'écouter, de la respecter, de lui donner le temps de pouvoir s'exprimer si elle le veut bien. Et là, si la personne, voilà, on lui donne les conditions, c'est que nous avons comme prise en charge, nous pouvons vous assister, vous apporter une assistance médicale si vous le voulez bien. Nous pouvons vous apporter une assistance psychologique si vous le voulez bien. On lui donne vraiment la gamme qui existe. Et sur cette gamme, parce que c'est pas facile pour une ONG d'avoir toute la gamme chez elle. Chez nous, il y a ça. Mais pour telle ou telle chose, on peut vous référer au niveau de telle structure. Cette structure également est dans le système. Donc c'est comme ça que nous intervenons et on essaie qu'il y ait moins de contact avec, parce que c'est pas facile. C'est pourquoi nous les appelons des survivantes. Une personne qui a été victime d'une telle atrocité, vraiment, il faut être très courageux pour pouvoir venir faire face à un inconnu et lui raconter son problème. Donc, on essaie de faire qu'il y ait moins d'intervenants autour de la personne. Donc, nous ne partons pas à la recherche des survivantes. On n'a pas de victimes, on n'a pas de groupe de victimes qu'on fait rencontrer à des partenaires. Quand un partenaire veut les rencontrer, on décline tout simplement parce qu'on doit respecter leur dignité. Nous devrons les respecter, nous devrons les mettre en sécurité et nous-mêmes nous mettre en sécurité parce qu'on ne peut pas être, quand on sait qu'il y a une association de victimes par exemple, moi en tant qu'intervenant, je ne peux pas me mettre chaque fois avec eux. Je suis en train de les exposer et de m'exposer moi-même. Et voilà, c'est comme ça que nous intervenons. C'est pourquoi les cas que nous enregistrons à chaque fois dans nos rapports, ce que nous disons, ce sont les cas qui sont venus à nous. Mais nous sommes de la société, on entend qu'il y a plusieurs cas, mais tant que la personne ne vient pas vers nous, on ne peut pas, on ne cherche pas, on n'a pas besoin, voilà, nous on a 100, une liste de 100, non, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est de soulager les survivantes qui demandent un appui. D'accord. Voilà, Mohamed Agui Ibrahim, El Hadj Garba estime que le processus de réparation à ce jour est médiocre. Bon, moi, je ne peux pas donner une note par rapport au processus. Ce que je tenais à dire à Maître Garba aussi, ce que j'avais dit dans mes propos, qu'en 2012, il y a eu bel et bien l'AGM qui a procédé à l'identification de ces victimes. Et tout ce dont je parlais à MSS, IMC, ça c'est après 2013. J'ai bien dit 2013. Ce qui est sûr, même en 2012, l'État était présent à travers certaines structures, reconnaissons-le également. L'hôpital était là. Si on partait vers une personne qui pouvait vous référer, l'hôpital était là. C'était des produits qui étaient disponibles. L'hôpital régional était là. Mais est-ce que les victimes en ont bénéficié? Est-ce qu'elles ont eu le courage de partir? Je ne saurais en tout cas vous le dire. Ce qui est sûr, en 2013, en 2012, je parlais d'identification. L'AGM, en tout cas, a pu faire un répertoire, même s'il n'est pas exhaustif. Et c'est en 2013, ça nous a permis automatiquement d'aller vers une prise en charge, même si elle est insuffisante. Des efforts ont été faits. Et la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qu'a-t-elle fait dans tout ça? Bon, la commission, je pense que c'était avant-hier, vous étiez dans la salle. Comité Justice, Vérité et Réconciliation était là. Ils étaient là lors de la cérémonie, par rapport à la cérémonie d'ouverture même du commencement de leurs activités. Ils avaient fait presque le tour de toutes les activités.
Mais rares sont en tout cas au niveau de la région de Tombouctou, rares sont les structures qui vous diront qu'ils sont venus vers moi ou que... Moi, je sais qu'une fois, ils sont venus vers nous pour nous demander des données. J'ai dit non, on ne peut pas donner nos données à des gens qui ne collaborent pas avec nous. Il faut assister à nos réunions. Il faut assister à nos réunions. Il faut collaborer avec nous. C'est la condition de partage, en tout cas, de l'information. Si vous voyez que je parle tant de l'AMSS et de la clinique juridique AGM et de l'AMSS, c'est parce que c'est déjà tout ce qu'ils font, que ce soit des activités de sensibilisation, que ce soit la participation aux différentes réunions du cadre de concertation par rapport aux acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre, que ce soit, en tout cas, il y a une parfaite synergie. Peut-être chez d'autres, ça va plus ou moins. Chez d'autres, c'est très, très insuffisant. D'accord. Alors, les victimes, est-ce qu'elles ont senti l'impact de la commission Vérité, Justice et Réconciliation à Tombouctou? Bon, en fait, nous avions constaté la présence de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, d'autant plus que nous avions sensibilisé pratiquement tous nos membres, c'est-à-dire toutes les victimes, d'aller vraiment faire leur déposition au niveau de cette structure-là. Donc, je crois que c'est ce que nous pourrions faire. Mais en vue aussi d'aller vers la réparation. Et même une assistance, c'est ce qui nous a été dit. Mais malheureusement, jusque-là, aucune assistance n'a été apportée. Quelle que soit l'assistance, qu'elle soit médicale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit administrative, qu'elle soit juridique, en tout cas, quand même, aucune assistance n'a été apportée à l'endroit de ces victimes-là. Mais nous continuons toujours à sensibiliser afin que le processus de déposition soit continuel, quoi. Y a-t-il des professionnels de la psychologie, des psychologues ici? Bon, en fait, en 2013... Vraiment, nous remercions certaines ONG de la place qui étaient venues juste après la crise, qui ont apporté leur assistance, notamment Enda Mali avait apporté son assistance. Il y a le Médecins sans frontières, d'ailleurs, pendant la crise et après la crise aussi, qui avait apporté leur assistance. Il y a un moment donné aussi la Croix-Rouge qui a tenté, mais qui malheureusement n'a pas pu continuer le processus de prise en charge psychologique. Certains disent qu'aujourd'hui, les victimes même se sentent fatiguées, qu'elles n'ont plus confiance à toutes ces ONG ou même représentants de l'État pour aller vers eux, pour leur raconter ce qu'ils ont vécu. Effectivement, je confirme. Je confirme en ce sens que jusque-là, nous n'avions pas constaté un engagement, non seulement de l'État malien, en tout cas quand même en vue de donner, d'apporter le droit, d'apporter la vérité à ces victimes-là. Donc cela nous amène vraiment à nous rétracter nous-mêmes. Parce que les ONG nous ont écoutés une fois, en vue d'aller vers le sens de la réparation. Mais jusque-là, nous n'avions pas vu. Et c'est pendant que je tiens à vous affirmer que certaines mêmes victimes sont décédées. Puisque au moins dans notre association, notamment l'association L'Adverma, il y a au moins 3 personnes décédées à ce jour-là, à la date de ce jour-là, décédées, qui étant des victimes réelles. Puisque c'est vrai, nous ne devons pas dire des victimes réelles ou irréelles, mais quand même c'était des victimes qui ont été quand même aujourd'hui décédées, qui ont laissé les ayants droit, qui aujourd'hui ne savent même pas dans quelles conditions ils seront plus tard. Est-ce que ces femmes ont même la chance de se remarier à Tombouctou, vu ce qu'elles ont vécu? Bon, en réalité, comme je disais tantôt, la coutume, nos mœurs, nos us pèsent beaucoup sur nous. Mais il était dit quand même que certaines femmes, quand même, malgré, quand même, ont eu la chance de se marier à présent. Et même avec leurs enfants, Dieu merci. D'accord. Alors, Madame Amintou, il y a des termes qui sont très difficiles à utiliser, c'est un sujet sensible. Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites à l'endroit des hommes de médias, de la population, pour que toutes ces personnes sachent quels termes utiliser pour ne pas vexer ces victimes? Merci vraiment pour cette question. Nous, au niveau de l'ONG AMSS, nous avons commencé par... surtout le programme de Bois Lafay, on a commencé par la mise en place des comités. Dans toutes les communes, nous intervenons dans 38 communes de la région de Tombouctou. Et on a mis en place des comités. Ces comités sont composés de toutes les sensibilités. Il y a le maire, il y a le sous-préfet, il y a, il y a les chefs de quartier, il y a les leaders, les imams, il y a les pères des enfants, les papas, on les appelle comme ça. Il y a les mamans des enfants, il y a les enfants même. Il y a le recotrade, il y a le directeur d'école. Bref, vraiment, toutes les sensibilités font partie de ces comités. On a également des relais communautaires avec lesquels nous travaillons. Nous avons également des contrats avec toutes les radios, je peux le dire, qui sont dans nos zones d'intervention. Donc, il y a également les associations de femmes, les associations de jeunes. Il y a les jeunes leaders
de la région de Tombouctou. Donc, tout ce beau monde a été formé sur les différentes thématiques du programme des bois à la fille. Il ne s'agit pas d'une seule formation, il s'agit de plusieurs formations. Nous sommes dans une radio aujourd'hui. Cette radio a été renforcée plusieurs fois. Même en 2018, la radio a été formée. Même les artistes, les jeunes artistes de la région, nous les avons formés. Les jeunes qui interviennent dans les domaines du blog, les réseaux sociaux, les blogueurs et autres, nous les avons tous formés parce que c'est sensible. Avant, les gens pensaient même faire du bien. Quand quelqu'un s'assoit dans une radio, dire que une telle, vous m'avez posé une question tout de suite, je n'ai pas voulu répondre. Quand je réponds, je trahirai les survivantes qui viennent vers moi. Parce que je risque de mettre un point sur une personne. Si c'est général, je peux parler. Mais si ça dépasse le général, je ne peux pas dire. Parce que si je rentre dans beaucoup de détails, les gens, il s'agit de celle-là. Et là, je viens de violer un des principes, ou bien d'ailleurs les 4 principes directeurs. Donc nous avons formé tout ceci sur les différentes thématiques du programme des bois à la fille, que ce soit sur la santé de la reproduction, mais comme nous sommes sur les VBG, comment utiliser les termes. Il faut qu'ils comprennent que souvent ils veulent faire du bien, mais en réalité ils mettent je ne sais pas quel terme approprié, en tout cas vraiment la personne en danger, ou bien il bafoue totalement sa vie. Peut-être que même la personne pouvait rester avec son viol, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais quand dans une radio on dit que la fille dans tel quartier, mais c'est fini. Tout le monde sait de quelle personne il s'agit. Donc nous les avons formés sur ça et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les relais sont formés, tout le monde est... Bon, je ne dirais pas tout le monde, mais quand même, on a au niveau des radios, si cette année ou bien ce semestre on forme 7 personnes au niveau de la radio, le semestre prochain on nous demande d'amener une autre personne. Et on les encourage vivement d'aller restituer aux autres pour qu'ils sachent quels termes il faut utiliser, comment les utiliser. Et depuis, surtout au niveau de la radio, on ne voit plus dire que telle personne a été comme ça. Vraiment, il y a beaucoup qui ont compris et les gens sont en train de respecter tant qu'ils peuvent les principes directeurs. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas assez. Jusqu'à présent, il reste vraiment d'autres qui demandent ce renforcement de capacité. D'accord. Les limites des ONG, c'est qu'elles ne peuvent pas aller vers les victimes. Il faut que les victimes viennent vers elles. Quelles sont les limites de l'État par rapport à ce processus de réparation? Bon, c'est la même chose. Nous sommes régis par les mêmes principes. Les principes de confidentialité, surtout qui exigent qu'il faut que la victime elle-même, c'est-à-dire par rapport même à l'appui psychosocial, il faut qu'elle accepte dès au départ. Même si vous voulez rentrer dans une chambre pour fermer, vous demandez sa permission. S'il te plaît, est-ce que je peux fermer cette porte? Pas à clé, mais juste fermer la porte. Vous voyez, pour la référer, si vous ne pouvez pas faire la prise en charge médicale, il faut demander son appui. Non seulement vous ne partez pas vers elle, mais quelqu'un peut, par exemple, le président peut la référer à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mais il ne va pas suivre mais même pour cela, il faudrait une synergie d'action. Est-ce que tous les acteurs qui interviennent dans ce processus de réparation sont soudés, travaillent ensemble à Tombouctou? Bon, la plupart quand même. Vous voyez, chaque fois dans mes interventions, je parle d'insuffisance de synergie entre les acteurs. Parce que comme je l'ai dit, tout seul, on ne peut pas tout faire. Si vous êtes agent de santé, vous ne pouvez pas être agent de santé et être travailleur social, même si ça fait partie du social. Vous ne pouvez pas être travailleur social, agent de santé et être un juriste. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça ne t'emmène pas à la question de Garba qui disait qu'il y a certaines ONG, certains acteurs qui n'œuvrent pas pour l'intérêt des victimes, mais pour avoir des financements pour eux-mêmes? Mais quand vous essayez de limiter une victime, une survivante de violence basée sur le genre juste à votre structure, donc on peut parler de marchandage parce que vous seul, vous ne pouvez pas apporter en tout cas cette prise en charge holistique. Non. Moi, j'abonde dans le même sens que le président. D'accord. Président, aujourd'hui, quelle est l'urgence pour les victimes? Bon, aujourd'hui, l'urgence pour les victimes, il s'agissait vraiment de justice.
il faudrait que ces victimes-là bénéficient vraiment non seulement de la vérité, mais également de la justice. Mais que cela n'en tienne, en tant que président de l'association des victimes de la répression des mouvements armés, la première interpellation que nous devrons faire, nous devrons interpeller notre État, l'État malien, qui, en tout cas, à notre connaissance, n'a apporté aucune assistance à l'endroit de ces victimes-là. Donc, ce qui veut dire que le premier bourreau pour les victimes, c'est l'État malien d'abord. Donc, nous d'abord, avant d'interpeller toute autre ONG ou bien toute autre organisation, nous interpellons notre propre État, qui devrait apporter notre sécurité, qui devrait concourir à notre assistance, notre protection et tout ce qui en suit pour que nous puissions être nous-mêmes d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, cette justice également est possible sans la sécurité? Bon, à quel rien n'est impossible. Si l'État veut aujourd'hui, puisque sans la justice, il ne pourrait pas avoir aussi de paix. Donc les deux choses vont de pair. La sécurité et la justice, en fait, sont deux femmes qui doivent accepter leur mari, qui sommes nous les citoyens d'abord. C'est nous qui sommes les victimes. Donc nous sommes victimes en deux sens. Victimes de la justice, victimes de l'insécurité. Donc l'État doit faire de sorte que la sécurité puisse venir et que la justice aussi puisse être rendue dans la toute légalité. D'accord. Madame Camara Amintou, toujours les victimes ont toujours peur d'aller se confier aux ONG et autres. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'elles se sentent sécurisées? Il semblerait que même si vos documents se perdent, aujourd'hui, c'est pas facile pour quelqu'un de les identifier parce que vous travaillez avec des codes. Effectivement. Comme l'a dit Mohamed, c'est... la première demande même que c'est au niveau des autres organisations qui interviennent dans ce domaine si complexe. Vraiment, c'est d'adhérer au système au niveau de l'UNFPA. Donc c'est vraiment d'adhérer au système pour pouvoir travailler en tant que professionnel. Parce que si on ne travaille pas en tant que professionnel, au lieu d'apporter une assistance à une survivante, on cause du tort à la survivante et même à nous-mêmes, même à nos familles. Donc vraiment, c'est ce que je demande. Maintenant, aux survivantes, on les demande de venir vers nous pour pouvoir, parce que ce qu'elles ont vécu, c'est dramatique, mais on les demande d'avoir encore plus de courage pour pouvoir accéder aux services qui sont là à leur disposition. Parce que Mohamed a parlé de la prise en charge médicale. C'est très important. Dans les 72 heures qui suivent un viol, s'il n'y a pas de prise en charge médicale, c'est que la personne peut avoir plusieurs maladies que Mohamed vient de citer. Donc, mais toujours, le choix leur revient. Toujours le choix revient à la survivante. Mais on leur demande de venir vers les organisations qui interviennent dans ce domaine pour qu'elles puissent survivre. Parce que c'est ça. On ne peut pas, on n'a pas une gomme, on n'a pas la magie pour effacer ce qui s'est passé, mais nous pouvons les appuyer, nous pouvons les aider à regagner leur dignité et à pouvoir vivre avec ce qu'ils ont déjà vécu dans le passé. D'accord. Mohamed, l'État est interpellé. Va-t-il agir rapidement? Bon, c'est bon. En tant que représentant d'une direction régionale, je dirais que des efforts, compte tenu parce que nous planifions des activités dans le cadre de la lutte contre, en tout cas, ces violences basées sur le genre. Nous exécutons certaines sur financement de certains partenaires. Nous organisons des réunions de cadre de concertation. Nous faisons des plaidoyers à l'endroit de l'État en collaboration tout récemment avec la MSS pour que le projet de loi contre les violences basées sur le genre puisse être appliqué. Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous avez espoir? En fait, en réalité, je suis tout à fait d'accord avec eux par rapport à la violence basée sur le genre. Mais la situation dans laquelle nous avions vécu de 2012, en réalité, ne se base pas sur la violence ou bien les violences basées sur le genre. C'est les violences sexuelles. En réalité,
Mais quand même, je serai d'accord avec eux, je partagerai certains points de vue. Et vous avez espoir. Et nous avions espoir, en tout cas, suivant leur déclaration. D'accord. Violence sexuelle pendant la crise et après la crise, où en sommes-nous avec le processus de réparation? C'était le thème du grand dialogue délocalisé ici à Tombouctou de ce soir, et c'est la radio Djamana de Tombouctou qui nous accueille. Merci à nos invités, Madame Kamara Amintou Hamadou, coordinatrice du programme Debo Alafia au niveau de l'Association malienne pour la survie au Sahel à Tombouctou, El Hadj Garba Maïga, président de l'Association des victimes de la répression des mouvements armés Inni Mali, et Mohamed Ag Ibrahim, point focal des violences basées sur le genre à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Moumine Sendebou. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.